Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Pour débuter l'année, je vous propose un épisode de la série « Que sont-elles devenues ?» Comme vous le savez, c'est une série d'épisodes que j'affectionne particulièrement car ces enregistrements vous permettent de découvrir le chemin parcouru par certaines invitées du podcast. La première fois que j'ai reçu Mélanie au micro, elle était jardinière paysagiste pour le Jardin des Plantes à Paris, mais aussi créatrice de contenu engagée sous le pseudonyme de Lily Ferly sur Instagram. 5 ans plus tard, Mélanie termine tout juste sa 3e reconversion professionnelle. Elle nous raconte son histoire, son cheminement et son souhait d'être toujours alignée à ses aspirations profondes. Bonne écoute à vous! Alors, je suis Mélanie Lily, je suis l'autrice du compte Instagram Lily Ferly, dans lequel je parle d'écologie au sens large du terme, de green lifestyle, de meubles vintage, d'éco durable, pas mal de choses qui me passent par la tête quand j'ai des petits coups de gueule militants à poser de temps en temps. Je le faisais un peu plus dans le passé et j'avoue que je me suis un peu, je sais pas si on peut dire assagie, mais je me suis un peu détachée de l'aspect purement militant sur les réseaux sociaux. Je suis passée il y a 4 ans au micro de Basilic. C'était une période assez importante de ma vie parce qu'à l'époque j'étais jardinière au Jardin des Plantes de Paris, en parallèle donc de mon activité de créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et à cette période-là, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie qui m'ont menée jusqu'ici, donc à vivre maintenant très loin de la région parisienne. J'habite maintenant dans le département de l'Aveyron, dans le sud de la France. Je me suis retrouvée dans l'Aveyron parce que mon contrat au Jardin des Plantes s'est arrêté le 1er décembre 2020. Quand on est parti en vacances à Noël, on est allé donc dans la région où vit ma mère et un soir on était au coin du feu dans la maison qui a vu naître mon arrière-grand-père. Mon compagnon m'a proposé au cours d'une conversation qu'on quitte la région parisienne. Lui, c'est quelque chose qu'il a jamais aimé. La ville, il a vraiment jamais aimé ça. Ça faisait des années qu'il avait pour projet de partir. Moi, le Covid et les confinements, en fait, le premier confinement et le deuxième qui est arrivé juste après l'enregistrement de l'épisode, ont fini de me convaincre en fait que je n'aimais plus vivre en ville, je n'aimais plus vivre en région parisienne, parce que la région parisienne, c'est une immense ville, les villes sont toutes collées les unes aux autres. Donc il m'a fait cette proposition-là, et je lui ai dit, bah écoute, ok. Et le jour de mon anniversaire, on a visité la maison dans laquelle on vit maintenant, et ça a été un véritable coup de cœur. C'est une maison qui est dans un tout petit village, il y a à peu près une 50aine de personnes qui y vivent à l'année. Par contre, on est vraiment pas loin d'une petite ville où on a toutes les commodités. Donc, on a un magasin bio, ce qui est quand même assez agréable. Et ce qui est assez rare en plus à la campagne, d'autant plus que c'est un magasin qui est indépendant. On a un cinéma, on a une librairie indépendante. Le plus important pour nous, c'est qu'on a la nature en fait à perte de vue, c'est-à-dire que je sors de chez moi et je peux aller me balader à peu près où je veux, selon la période. Parce qu'évidemment, la forêt, c'est un peu déconseillé en période de chasse, par exemple. On est parti d'un environnement où, en fait, tout était bétonné et on était entouré d'immeubles. Là, en fait, on a la vue sur la colline d'en face. Et ça a vraiment tout changé pour nous. En emménageant dans cette maison, on a eu de la chance parce qu'en fait, c'est une vieille maison sans vraiment être une vieille maison. À la base, c'est une grange
qui appartenait en tout cas le voisin d'en face rangeait ses véhicules, et je crois qu'il y a eu quelques vaches qui ont vécu dans cette petite grange, mais c'était il y a fort longtemps. Et en fait, quand cette maison a été rachetée dans les années 90 par deux sœurs originaires du village, elles ont totalement transformé cette grange en petite maison qui allait leur servir en fait pour leurs vacances, parce qu'elles vivaient aussi en région parisienne, donc c'était leur maison de vacances pour rendre visite à leur famille. Donc à ce niveau-là, on a eu beaucoup de chance. On a juste eu, en fait, à mettre la maison à notre goût. Donc, on a enlevé le papier peint, on a utilisé, donc on a repeint les murs. Dans un premier temps, on n'aimait pas trop le carrelage, qui est au rez-de-chaussée. Sauf qu'on n'avait pas non plus trop les moyens de tout remplacer. Remplacer un sol, c'est assez onéreux. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait composer en fonction de ce sol pour en fait faire en sorte de l'apprécier un peu plus. Donc trouver une déco qui corresponde un peu plus avec le style du carrelage. On a vraiment changé au fur et à mesure, c'est-à-dire que là, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on y habite, et on prend vraiment notre temps parce qu'on n'a pas envie de trop faire les choses dans la précipitation, et comme on a envie de bien faire les choses, parce que moi, avec mon activité de créatrice de contenu axée sur l'écologie, évidemment j'essaye d'éviter les grandes enseignes, même si pour certaines choses au départ, quand on est arrivé, ça a été un peu compliqué. On a dû faire quand même quelques concessions parce que on arrivait d'un studio parisien à une maison de 70 mètres carrés, donc il fallait quand même un petit peu les bases, on va dire. Je pense qu'en devenant propriétaire de cette maison, et donc en ayant beaucoup plus de liberté pour la meubler tout simplement, parce que c'est toujours plus facile que quand on est locataire, de m'être lancée aussi dans la restauration de meubles, ça m'a permis de comprendre que je pouvais éventuellement faire une nouvelle reconversion, démarrer une troisième nouvelle activité professionnelle, dans le sens où j'ai toujours aimé bien meubler mon logement, même quand j'habitais dans un tout petit appartement, dans un studio parisien. J'ai toujours fait en sorte d'avoir mon petit cocon à moi, vraiment un endroit où je puisse me sentir bien en rentrant du travail, et d'autant plus maintenant, en prenant du recul, d'avoir quelque chose qui puisse m'aider en fait à m'extirper un peu de la folie en fait des villes, quoi, du fait de vivre à 100 à l'heure, etc., de vraiment avoir cet endroit-là où je puisse ralentir et me sentir bien. Et par la suite, je me suis dit, mais j'adore en fait meubler ma maison, j'adore partir à la recherche de textiles, que ce soit des textiles naturels, d'aller chercher des meubles vintage, etc. Pourquoi est-ce que je me lancerais tout simplement pas dans une aventure de design d'intérieur, et donc l'axer plus sur le design d'intérieur durable, sachant que je suivais déjà à l'époque pas mal de comptes qui parlaient donc de design d'intérieur, mais en plus deux comptes en particulier qui parlaient de design d'intérieur durable, donc qui est le compte de Nina Chardin et celui de Emmanuel Meyer, donc qui parlaient toutes les deux de design d'intérieur durable, et Nina qui propose d'ailleurs une formation que je suis en train de suivre, qui vient à la suite d'une première formation que j'ai suivie à l'Institut de design d'intérieur. Et donc là, maintenant, cette formation, c'est l'école de design d'intérieur durable, qui est proposée par Nina et qui est super passionnante. Donc cette activité que je viens de lancer, elle est axée sur l'accompagnement de clients pour avoir tout simplement une aide au niveau du choix de palette de couleurs, de trouver un style, parce que c'est pas toujours facile de trouver quel est son propre style. Tout ça pour tout simplement éviter de faire des erreurs, des bêtises qui peuvent aussi bien nous coûter coûter de l'argent, mais aussi qui peuvent coûter à l'environnement. Donc ça va être une première forme d'accompagnement, donc qui est assez courte en fait, qui va en fait donner toutes les cartes en main à la personne pour par la suite tout simplement décorer son intérieur par elle-même en ayant un dossier qui soit un espèce de fil conducteur.
On peut aussi donc accompagner des personnes donc sur des projets beaucoup plus lourds. Donc ça peut être évidemment de la rénovation de bâtiments, mais ça peut être aussi sur des nouvelles constructions. Donc je peux les aider à trouver des artisans qui vont être engagés en fait sur le plan durable, les aider également à se créer une liste shopping si ces personnes ont besoin d'acheter de nouveaux meubles, s'il leur en manque, s'il y en a qui sont à changer parce qu'ils ne correspondent plus forcément avec leur style. Et donc en fait avec toutes les connaissances que je suis en train d'acquérir dans cette deuxième formation et celles que j'ai déjà acquises en termes de meubles vintage, etc. Ça va vraiment me permettre, d'aider les gens à trouver les éléments qui vont pouvoir composer leur intérieur en évitant d'éventuelles erreurs qui peuvent parfois coûter de l'argent, parce que c'est vrai qu'un meuble c'est quand même un sacré investissement. Par exemple, mon but en tant que designer d'intérieur durable, c'est d'aider mes clients, mes futurs clients à se créer un intérieur qui soit en phase avec leurs valeurs, qui correspondent à leur style, parce que le but c'est aussi de ne pas mettre le style de côté, et qui soit vertueux pour l'environnement et aussi qui leur permette de faire des économies. Parce qu'il faut savoir que le design d'intérieur durable, ça peut permettre de faire énormément d'économies quand on se tourne vers les meubles de seconde main, mais il n'y a pas que les meubles, on peut trouver énormément de matériaux sur des sites spécialisés, ou même par exemple sur Le Bon Coin, on peut trouver énormément de choses, de revêtements de sol, de revêtements muraux d'occasion. Tout va dépendre du projet et de ce dont ont besoin les clients, mais en général, le projet démarre après la signature du devis par la constitution d'une planche d'ambiance. Donc c'est une planche qui va regrouper plusieurs visuels qui plaisent en fait aux clients, qui lui font penser un peu au style c'est même pas qu'un peu, c'est qui lui font penser au style qu'il ou elle aimerait bien retrouver chez soi. On retrouve également donc dans cette planche une palette de couleurs qu'on aura vue ensemble. On va retrouver aussi des éléments type meuble qui rappelle le style en question. Ça peut être le style ou même plusieurs styles. C'est très intéressant aussi de mixer les styles. Donc ça c'est la première planche que je vais proposer aux clients. Elle sera accompagnée évidemment ce sera un book en fait avec la planche et donc un document de synthèse donc du rendez-vous qu'on aura fait. Donc ça c'est un rendez-vous plus long en fait qui me permet de vraiment comprendre comment vivent les gens chez eux, qui vit dans cette maison, quelles sont leurs activités préférées, etc. Bref, je vais poser tout un tas de questions et je vais écouter les personnes pour bien saisir la façon dont ces personnes vivent. Et après, par la suite, peuvent venir, selon les besoins, un plan de sol, un plan d'agencement, une liste shopping, donc avec une partie visuelle pour bien se rendre compte du rendu final de tous les meubles qui composeront la pièce ou même le logement entier, et donc avec un tableau en fait qui accompagne cette liste, donc avec toutes les références en fait pour que le client puisse passer commande pour tous les éléments qui seront nécessaires. Cette nouvelle activité, elle est toute récente, donc c'est vrai que c'est difficile de savoir un peu comment les choses vont se passer. Toujours est-il que je suis vraiment, en tout cas, très enthousiaste de m'être lancée là-dedans, lancée dans ces deux formations qui sont toutes les deux ultra passionnantes et qui m'ont permis une certaine ouverture d'esprit et de découvrir de nouvelles choses, aussi bien sur l'architecture que sur le design. En tout cas, en ce moment, je me sens très heureuse, très épanouie, très excitée à l'idée d'avoir tout un tas de clients et de clientes qui seront, je suis certaine, en phase avec mes valeurs de durabilité. J'ai d'ailleurs eu un premier rendez-vous qui s'est super bien passé et j'ai hâte de pouvoir continuer ce projet-là avec cette cliente.
qu'on peut me souhaiter, et ce que je me souhaite, c'est évidemment que cette activité fonctionne, parce que je vis dans un monde où je ne peux pas m'extirper des conditions financières, on va dire, et j'espère aussi faire plein de belles rencontres, rencontrer plein de chouettes personnes, parce que c'est vraiment, je pense que c'est assez lié en fait avec la création de contenu. C'est que sur la création de contenu, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup échanger en ligne, et cette deuxième activité qui va me permettre de rencontrer, je l'espère, plein de gens chouettes et pouvoir les aider à avoir l'intérieur qui leur correspond, qui leur ressemble et qui leur fait du bien tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.